J'ai été amené dans les années 50, j'avais 20 ans et des poussières, à me poser des questions sur l'histoire des conquêtes coloniales. En me faisant traduire ce que racontaient les griots africains et les médas du Maghreb, je m'étais rendu compte qu'il y avait un fossé entre leur chant et ce qui s'enseignait en France sur la pénétration coloniale. Et je me suis aperçu avec stupéfaction que ce que racontait la tradition orale africaine recoupait les écrits des conquérants français de l'époque et que l'enseignement que l'on donnait aux enfants de France était une trahison pure et simple de la vérité historique. Sur l'Algérie, par exemple, tous les livres d'école racontent qu'il s'agissait d'une contrée sauvage et déserte, appelée d'ailleurs Barbarie, et que la France, pour sauver son honneur bafoué par un coup d'éventail, avait conquis ce pays par une série de brillantes victoires dans le seul but d'y faire pénétrer la civilisation. Aujourd'hui, j'ai trouvé à Alger un photographe algérien qui a entrepris de mettre en lumière ce qu'était Alger avant la conquête, en se servant uniquement de dessins et croquis de voyageurs de l'époque. Monsieur Kouassi, vous êtes photographe et vous sortez une première œuvre éditée. Cette première œuvre éditée, si vous aviez à la présenter, vous diriez quoi? C'est une œuvre à caractère historique, Algérie d'hier, Algérie de toujours, en arabe, Jazel Ems, Jazel Khalida, qui retrace un peu, en gravure d'époque, la vie en Algérie avant la colonisation française. Ces gravures m'ont permis de montrer au public que l'Algérie existait bien avec ses villes, avec ses coutumes, avec ses traditions. Avant de faire ce livre, j'ai organisé plusieurs expositions à travers l'Algérie, avant l'indépendance, à l'extérieur, dans les pays maghrébins, en France même, en Europe. Et j'ai constaté l'intérêt et l'étonnement que les gens éprouvaient en voyant ces gravures. Ce livre appuie d'une façon modeste, bien sûr, l'idée que l'Algérie était au même point que toutes les nations d'Europe. En cela, tous les historiens sont d'accord avec M. Kouassi. L'Algérie de 1830 était au même niveau de civilisation que les nations d'Europe méditerranéenne, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, celles qui n'avaient pas encore été touchées par le début de l'ère industrielle. Ces documents faits par des Français, par des Hollandais, par d'autres artistes européens n'ont jamais été diffusés à grande échelle parce que justement ça montrait que l'Algérie existait malgré ce que nous avions appris à l'école française pendant la colonisation que l'Algérie était un pays de marécage. C'est des documents qui retracent tout de même une vie réelle. Je pense que c'est l'honnêteté, que c'est un rétablissement normal de la vérité.
parfaitement possible. Il est très possible d'égal à égal. C'est dans cet esprit de discussion d'égal à égal que nous avons invité Roland Bacri, le petit poète du Canard enchaîné, né à Bab el-Oued, à venir évoquer la responsabilité de sa famille, les Bacri, dans ce coup d'éventail qui servit de prétexte à la conquête. Roland Bacri, voulez-vous que nous discutions un peu de cette période de la vie de votre famille à Alger? C'est votre histoire, c'est l'histoire de France, d'Algérie et l'histoire de ma famille. On était des Espagnols de l'armée en déroute, on est arrivé à Livourne, et puis en 1770, tout d'un coup, les Bacri de Livourne sont venus à Alger. C'était des grands banquiers, des grands marchands de blé, et on nous appelait les rois d'Alger parce qu'on était très importants. Mais auparavant, une seconde, quand même, pour rétablir l'histoire dans son ensemble. Vous êtes parti d'Espagne parce que la famille Bacri juive avait des problèmes avec l'Inquisition. Ben oui, parce que tous les juifs de l'époque, où on devenait catholique, et ma mère, elle n'aurait jamais accepté, ou alors on restait juif, mais on foutait le camp. Alors on est allé à Livourne. Mais avant, vous viviez, c'est pour rétablir un certain point d'histoire comme ça, avant vous viviez très bien avec les musulmans en Espagne. Ah, de toute façon, Bacri, même à Alger, on nous appelait les Ben Sarot. Je ne sais pas ce que ça veut dire en arabe, mais nous, des Bacri, ça existe aussi en arabe, quoi. Moi, je suis un judéo-arabe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, moitié juif, moitié arabe, et maintenant moitié français. On est trois moitiés. Alors, c'est pour dire, donc, on était des Ben Sarot, je ne sais pas pourquoi, et puis Bonaparte, comme il voulait faire sa campagne d'Égypte, il avait besoin de blé. Et donc, il s'est adressé au dé hussin, le dé turc. Et il a dit qu'il voulait acheter pour 14 millions de francs or de blé pour que Bonaparte puisse aller à la campagne d'Égypte. Bon. Auparavant donc, rétablissons aussi un point d'histoire, l'Algérie n'était pas une région tellement déserte et sauvage, puisqu'elle pouvait se permettre de vendre des quantités assez considérables de blé à la France. C'est terrible. Le dé hussin n'arrivait pas à récupérer 14 millions de francs or. La France devait de l'argent au dé d'Alger. C'est ça. Et au Bacri, bien sûr, puisque nous, on était les mandataires. Alors, M. Roland Bacri, c'est Bacri qui a obtenu les créances et qui est parti les présenter en France dans l'espoir de se faire payer par le gouvernement français les dettes datant de cette commande faite par Bonaparte en 1795. En 1795 et qui, en 1827, n'est toujours pas payé. Toujours pas. Alors, donc, le consul de France reçoit mission d'aller voir le dé, ou c'est le dé qui lui demande de venir le voir? Non, c'est pareil, sur un bourricot, et il monte les petites rues de la Casbah, avec des poternes, des lanternes, en fait, tout ce que vous connaissez, la Casbah d'Alger. Hein, et il arrive au palais qu'on a appelé par la suite le palais de l'Éventail. Vous connaissez, dans la Casbah, il y a le palais de l'Éventail, du coup d'Éventail. Bref, il arrive là-bas, et puis, d'abord, c'est tiens mon frère, enfin, tout ça, c'est toutes les salam alek d'usage, hein. Et ça tourne vite à l'aigre. Il se traite de tout, et l'autre, un il prend la mouche, l'autre il prend le chasse-mouche, et il donne un coup sur la... Alors, point historique, c'est un chasse-mouche ou c'est un éventail. Bref, le consul, il est tout rouge de la gifle, et ainsi de suite, il repart là-bas. Et puis il dit, voilà, ils m'ont donné une gifle, etc. Et l'autre, en colère, il dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, il appelle le général de Bourmont, garde à vous fixe, allez rompre les négociations, ils rompent les négociations, et on va envoyer les troupes à Sidi Ferruche, parce que là-bas, il paraît qu'il y a une plage terrible. Et c'est en 1830 que vous savez que les troupes françaises ont débarqué. Voilà. Monsieur Bacri, vous dites, pour défendre l'honneur de vos aïeux, que la dette française n'avait pas été réglée au dé. Ça, c'est un fait, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle n'avait pas été réglée au Bacri? Parce que... C'est très compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Toutes ces histoires d'argent, c'est compliqué. Si on se réfère aux historiens qui ne sont pas comme vous, des historiens de rien, oui, je sais, il y a monsieur Charles-André Julien, qui est un grand spécialiste des questions, qui vous a écrit, il y a quelques années, « Mon cher Bacri, tu as touché en 1800 un premier acompte de 3 175 000 francs, puis un second de 1 200 000 francs grâce à l'intervention de ton ami Talleyrand. Pardon. Tu lui avais d'ailleurs considérablement graissé la patte. Et tu lui avais tellement graissé la patte qu'il en était devenu boiteux. C'est passé dans l'histoire. En 1819, ce même boiteux t'a fait obtenir 7 millions par un vote des chambres. Tu as fait une admirable affaire et du même coup roulé le dé d'Alger, qui était le seul créancier valable et qui n'a pas touché un sou. D'où le coup d'éventail. Tu as quand même une lourde responsabilité familiale. Faut reprendre l'histoire telle qu'elle est.
Cher Bakri, c'est justement ce que souhaitent les Algériens qui n'ont récupéré en 1962 dans les bâtiments officiels d'Alger que bien peu de documents d'archives. Ces quelques documents et les recherches d'historiens permettent déjà d'établir que même si Joseph Bakri, en gardant à son compte les sommes qui lui furent versées pour régler une partie des dettes françaises au dé, a une grande responsabilité dans le coup d'éventail, ce coup d'éventail ne fut guère qu'un prétexte. Le roi de France, Charles X, avait besoin de reprendre en main son armée. Il a pensé qu'une expédition sur Alger lui permettrait de donner à ses militaires gloire et butin. Quant aux tenants du capitalisme naissant, leur théoricien Sismondi écrivait dès mai 1830 « Ce royaume d'Alger ne sera pas seulement une conquête, ce sera une colonie, ce sera un pays neuf sur lequel le surplus de la population et de l'activité française pourra se répandre. » Voilà les véritables raisons de la conquête dont il faut aussi éclairer les méthodes. Alors j'ai pris des documents à la Bibliothèque nationale à Paris, des témoignages des conquérants de l'époque, des conquérants français. D'abord, des extraits du bréviaire que l'on avait remis aux officiers et soldats qui s'en allaient en Afrique. Cela s'appelait « Aperçu historique, statistique et topographique sur l'état d'Alger ». Voici quelques-uns de ces extraits. Ces contrées sont des terres vacantes, abandonnées aux mauvaises herbes par la paresse et l'indolence des morts. Les femmes du pays sont livrées par la paresse des Arabes, qui passent toute leur vie à fumer, à la turpitude de mœurs extrêmement relâchées. Elles n'ont pas de religion. Beaucoup doutent qu'elles aient une âme immortelle et croient qu'elles ne sont faites que pour la reproduction. Le climat aidant, les femmes sont nécessairement disposées au plaisir. Alors, allez-y, des terres vacantes et des femmes consentantes qui n'attendent que les soldats français. Et puis, à côté, j'ai vu d'autres documents qui marquent l'étonnement des officiers français qui débarquaient en Afrique. C'est Campagne d'Afrique en 1830 par un officier du corps expéditionnaire. Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée, est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. La végétation y est superbe et partout des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits y sont en abondance. Un grand nombre d'aqueducs amènent les eaux jusqu'à la capitale. Et le maréchal Bugeaud lui-même. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Le commandant Claude-Antoine Rosé, dans Voyage dans la Régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser. Le ministre de la guerre de l'époque, il s'appelait Girard. Il faut se résigner à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. Savary, duc de Rovigo, apportez des têtes, bouchez les conduites d'eau avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez, au nom bien sûr de la civilisation. Christian, dans l'Afrique française, un détachement de l'armée parti d'Alger surprend la tribu désarmée des Olifias et massacre sur le champ tous les hommes, femmes, enfants, sans distinction. On parlera de 12 000 morts. Les troupeaux raflés aux Olifias seront vendus au consul du Danemark. Quant au reste du butin, il fut exposé au marché de Babazoun. On y voyait des bracelets de femmes, encore attachés à des poignets coupés, et des boucles d'oreilles pendant à des lambeaux de chair, au nom de la civilisation. Le colonel François de Montagnac. Selon moi, toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge et de sexe. L'herbe ne doit plus pousser là où l'armée française a mis le pied. Saint-Arnaud, il était commandant et c'était aussi un mari très attentionné. Il écrit à sa femme « Chère Louise, je suis bivouaqué par une chaleur de 40 degrés au milieu de 20 villages superbes qui ne se sont jamais bien soumis. Je leur ai donné jusqu'à ce soir pour payer les impôts et les amendes que je leur inflige. S'ils ne s'exécutent pas, j'enverrai 3 colonnes, brûler tout. » En juin 1845, la tribu des Ouled Riha, chassée de ses douars par les détachements incendiaires du colonel Pélissier, se réfugie dans des grottes de montagne. Ordre du maréchal Bugeaud. Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Béha, fumez-les à outrance comme des renards. Voici le récit d'un témoin, français bien sûr. Voir au milieu de la nuit, à la faveur de la lune, un corps de troupes françaises occupé à entretenir un feu infernal.
entendre les sourds gémissements des hommes, des femmes, des enfants et des animaux, le craquement des rochers calcinés s'écroulant. Le matin, quand on chercha à dégager l'entrée des cavernes, gisaient des bœufs, des ânes, des moutons. Parmi les animaux, entassés sous eux, on trouvait des hommes, des femmes, des enfants. J'ai vu un homme mort, le genou à terre, la main crispée sur la corne d'un bœuf. Devant lui était une femme tenant son enfant dans ses bras. Cet homme avait été asphyxié au moment où il cherchait à préserver sa famille de la rage de cet animal. On a compté 760 cadavres. Le 8 mai 1845, Saint-Arnaud découvre 500 Algériens qui s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Saint-Arnaud ordonne à ses soldats de les emmurer vivants. Il écrit « Je fais boucher hermétiquement toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. » C'est à peu près ce qu'ont dit les Allemands en massacrant le village d'Oradour-sur-Glane. Montagnac, toujours lui, le colonel. Voilà comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants. Vous me demandez ce que nous faisons des femmes que nous prenons? On en garde quelques-unes comme otages. Les autres sont échangées contre des chevaux et le reste est vendu à l'enchère comme bête de somme. Toujours au nom de la civilisation. Nous rapportons un plein baril d'oreilles récolté pair à pair sur les prisonniers. Il contient même celle d'un de nos 58 gendarmes morts de maladie. 2 pièces de 100 sous ne sont pas à dédaigner. Le maréchal Soult, ministre de la guerre, répondant à des questions à la Chambre des députés. En Europe, un tel acte serait horrible et détestable. En Afrique, c'est la guerre même. C'est la guerre même, c'est du moins ce que dit le ministre français, mais en face, voici un décret pris par l'émir des Arabes, l'émir Abdelkader. Tout Arabe qui amènera vivant un soldat français recevra pour récompense la somme de 8 douros. Tout Arabe qui aura un Français en sa possession sera tenu de le bien traiter et de le conduire le plus promptement possible, soit devant le califat, soit devant l'émir lui-même. Dans le cas où le prisonnier aurait à se plaindre de mauvais traitements, l'Arabe n'aura droit à aucune récompense. À la lecture de ce décret, question d'un soldat algérien, quelle récompense pour un prisonnier vivant? L'émir répond 8 douros. Et pour une tête coupée, l'émir répond 25 coups de bâton sur la plante des pieds. De quel côté était la civilisation? J'ai donc fait ce film avec les citations et des dessins et gravures qui étaient à la Bibliothèque nationale à Paris, et j'ai proposé le film à la Ligue de l'enseignement pour qu'il soit projeté dans les lycées et collèges de France et de Navarre. La Ligue de l'enseignement l'a refusé avec cette appréciation. Quoique très correctement réalisé et basé sur des documents indiscutables, ce film va à l'encontre de toutes les idées qui servent de base à l'enseignement de la pénétration française en Afrique du Nord, ce qui rend sa diffusion impossible. C'était reconnaître que l'enseignement n'avait pas pour but l'éducation, c'est-à-dire l'ouverture vers la réalité, mais l'endoctrinement au service d'une idée politique, ici le colonialisme. C'est cet enseignement, cette information de type colonial dont les Français ont été abreuvés qui a contribué à creuser le fossé en gommant toutes les luttes menées par les Algériens dont le combat ne s'est pas arrêté avec l'exil d'Abdelkader. L'histoire de ces luttes, occultées en France, constitue la saga de l'Algérie réelle, celle de la mémoire populaire. C'est le chanteur Fergani célébrant les batailles menées par Ahmed Salah Bey. C'est l'épopée de Leila Fetman Soumer dans les montagnes de Kabylie. La révolte des Oulettes Sidi-Cher, dont les soldats français firent sauter la Kouba. Une trame de levée populaire, d'embuscade, de guérilla remettant 100 fois en cause la conquête. Dans les campagnes algériennes, des noms de héros s'implantaient par les voix des Meddas, dans les têtes et dans les cœurs, parce qu'ils étaient tombés en résistant. Côté français, ils étaient simplement cités comme bandits liquidés par les armées de pacification. Areski Ben Béchir, Abdoun Ben Ahmed Ben Saïd, Kaddour Ouziane El Kalaï,
Yacoub Ben Soltan, Sisliman, El Mokrani. Des jalons d'une longue histoire. À chaque levée populaire, la répression s'abattait, l'administration coloniale confisquait de nouvelles terres, y implantait de nouveaux colonisateurs. Des colonisateurs qui, aux yeux des populations algériennes, ne pouvaient être que des usurpateurs de titres, de droits, s'appropriant par la force les terres les plus fertiles. Aujourd'hui, on peut dresser la liste des révoltes et des répressions, des spoliations, une carte des révoltes algériennes, jalonnée d'oradours. Mais la seule carte que connaissaient à travers les écoles les enfants de France, c'était la carte économique de l'Algérie. Agrémentée quelquefois de dessins montrant en fait une province française bien pacifique, bien mise en valeur, où poussaient blé, vignes et arbres fruitiers, où le facteur arrivait à l'heure et le médecin au premier appel. Une vision idyllique, sans aucun rapport avec la réalité.